Bonjour à tous, merci d'être là. Donc nous avons cette année un petit peu innové, puisque c'était un samedi, le 14 juillet. Nous avons décidé de venir sur la place Jean Jaurès, la place du marché, la place de la Maison Commune, sous la photo de Jean Jaurès qui est là depuis le 31 juillet 2014, quand nous avons manifesté sa mémoire lors de son assassinat il y a 100 ans, parce qu'il était partisan de la paix. Donc c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale, et c'est à chaque fois une occasion pour nous tous de nous retrouver, certes, dans la fraternité et la bonne humeur, agrémentée cette année d'un espoir pour demain soir. Voilà. Donc il faudra dire à un moment ou à un autre, allez les Bleus, c'est ça? Voilà, donc on va le faire, parce que c'est un moment de fraternité nationale qui se fait dans la bonne humeur et dans l'esprit sportif, et c'est un moment important. Mais le 14 juillet, depuis que nous faisons cette manifestation, est pour nous une occasion d'aller chercher dans la tradition de la Révolution française les points d'appui pour notre action d'aujourd'hui. Car ces principes de la Révolution française ne sont pas des principes surannés, dépassés, c'est pas le culte d'un passé. C'est au contraire un projet permanent qui nous anime et qui nous rassemble, quelles que soient par ailleurs nos différences d'origine, nos différences d'opinion, nos différences de philosophie. Nous nous rassemblons toujours sur ces principes qui font l'unité de notre République et de notre nation, puisque la France a la particularité que c'est la République qui a fondé la nation et non pas l'inverse, et qu'à partir de là, ce sont les principes de la République qui nous rassemblent. Et donc c'est un point important. Mais vous savez, à chaque fois, depuis 2008, nous utilisons ce moment pour saisir un moment de l'histoire de la Révolution française qui fait sens pour nous. En 2000, on a pu, par exemple, revenir longuement sur la journée du 14 juillet 1789. On a pu aussi revenir sur ce qui s'est passé à la fin du mois de juillet 1789, quand les paysans, sans attendre que soit prise une décision d'en haut, ont décidé de partager les terres des grands seigneurs qui les avaient chassés de ces terres. Et lorsqu'il s'agit de Grabel en particulier, c'est lorsque les paysans de Grabel, car à l'époque il n'y avait pas une seule vigne à Grabel, il y avait essentiellement du blé, comme l'indique l'enseigne traditionnelle de Grabel, eh bien les paysans ont repris le contrôle de l'eau qui était en fait monopolisé par le château de Solas. Et il s'est passé beaucoup de choses. On est revenu aussi sur cette fameuse nuit d'euphorie qui était la nuit du 4 août, où il n'y a pas eu une goutte de sang versée, contrairement à ce que racontent certains, et où l'Assemblée, évidemment, constituante a décidé d'abolir les privilèges. Une autre fois, on est revenu sur ce qui s'est passé, et on aura l'occasion d'y revenir bientôt, le 21 août 1789, quand l'ensemble des constituants adoptaient ce texte absolument magnifique qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et c'est 17 articles. Il nous est même arrivé une fois de revenir sur certains de ces articles pour leur donner tout leur sens, et j'aurai l'occasion de conclure sur ce point. À un autre moment, nous sommes revenus sur les fameuses lois du 11 septembre et du début décembre 1789 qui instituent la liberté communale à laquelle, ici à Grabel, nous sommes tous profondément attachés. La libre administration des communes est due aux lois Mirabeau du 11 septembre et du 13 décembre 1789. À d'autres moments, on est revenu notamment une fois sur les droits des femmes, les femmes qui ont été au premier rang de la Révolution française et qui n'en ont pas été immédiatement de loin les bénéficiaires, et qui ont pu marquer, notamment par Olympe de Gouges et beaucoup d'autres, cette nécessité de l'émancipation féminine comme partie intégrante de l'émancipation des hommes, de l'humanité, l'émancipation de l'humanité ne pouvant pas se faire sans qu'il y ait l'émancipation des femmes. Donc on est revenu aussi sur la fondation de la République, le 22 septembre 1792, et ses conséquences et comment les choses sont positionnées. Enfin, plein de choses comme ça. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas prendre un événement particulier de 1789. Je vais simplement vous dire un peu librement comment ces principes peuvent nous animer quotidiennement et nous faire réfléchir et nous amener à trancher dans nos débats, parce que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons des divergences, parfois des oppositions, c'est bien normal dans une démocratie. Mais la référence qui est commune, c'est justement cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour pouvoir trancher entre nous, avancer.
Et lorsque vous prenez la devise de la République française, qui est au fronton de la Maison Commune et de toutes les mairies de France, cette devise, elle dit liberté, égalité, fraternité. Et chacun de ces principes vient de s'illustrer cette semaine dans des décisions qui sont peut-être passées inaperçues pour vous, mais qui montrent que ces principes animent la réflexion de tous et de nos institutions en particulier. Je commence par le dernier, la fraternité. Parce que d'abord, je vous précise, si vous l'avez oublié, que le mot fraternité n'était pas apparu en 1789, il apparaît comme devise républicaine en 1848, lors de la Seconde République, après la Révolution de février 48. Et on décide de rajouter le terme de fraternité, et donc ça devient l'un des principes fondamentaux. Et cette semaine, le Conseil constitutionnel vient de prendre une décision tout à fait intéressante. Il a décidé d'annuler une loi, la loi qui établissait une sorte de délit de solidarité, en disant que le principe de fraternité était au-dessus des lois et qu'il était fondateur de notre République. Et c'est Lamartine lui-même qui, en 1848, avait expliqué ce principe de fraternité et qui avait expliqué une chose extrêmement simple à ce moment-là, en disant que dans toutes les traditions humanistes, quelles que soient les civilisations, toutes les traditions humanistes, quelles que soient les philosophies, quelles que soient les religions, il y a un principe de base. Lorsqu'un être humain, quel qu'il soit, est dans la détresse absolue, lorsqu'un être humain dans la détresse absolue vient frapper à votre porte, ben la première chose que vous faites, c'est pas de lui demander sa carte bleue ou sa carte d'identité. La première chose que vous faites, c'est de venir à son secours pour lui assurer sa survie, et que, à partir de ce moment-là, ensuite, on discute de son statut, de la façon de le faire avancer. Mais il faut d'abord le sauver. Et c'est pour ça que j'avais exprimé la semaine précédente toute ma fierté de faire que la métropole de Montpellier soit jumelée avec la ville de Palerme, dont le maire, M. Orlando, s'est distingué, alors qu'il a des opinions politiques très différentes des miennes, par exemple, il s'est distingué en disant « Je prends toutes les dispositions pour accueillir l'Aquarius, on verra bien après le statut qu'on va donner à chacun d'entre eux, mais je ne peux pas laisser des hommes, des femmes, des vieillards, des bébés mourir en pleine mer, il faut que j'aille à leur secours. » Donc le principe de fraternité est une chose essentielle, parce qu'elle fonde comme un ressort intime de nous tous. Alors naturellement, ça ne préjuge pas du tout des lois qu'on doit mettre en place, etc. Mais c'est le point de départ. Si vous ne partez pas de là, eh bien, il n'y a plus de civilisation humaine. Donc vous voyez que le principe de fraternité, il y a 3-4 jours, a été élevé comme un principe fondateur à nouveau, constitutionnel, par le Conseil constitutionnel. Le deuxième, si vous réfléchissez à la liberté, eh bien, lorsque le Conseil d'État, en début de semaine, de cette semaine, vient de faire une longue analyse très intéressante pour suggérer aux législateurs d'intégrer la procréation médicale assistée pour toutes les femmes, eh bien, il s'est appuyé sur le principe de liberté. Ce principe de liberté que avait notamment défendu une personne qui est disparue récemment et qui fait l'honneur de notre République, Madame Veil, lorsqu'elle disait devant la Chambre des députés pour le droit à l'avortement qu'on pouvait être soi-même, de manière intime, hostile à l'avortement, mais par contre, on n'avait pas le droit, disons, de s'opposer à ce que ce droit puisse exister pour les autres. Et que donc là, on a une définition de la liberté. C'est que la liberté, c'est un ensemble de droits, et que ces droits supposent la reconnaissance du même droit pour les autres. Et que c'est à partir de là que du droit découle une obligation, un devoir pour tous de respecter la liberté des autres. Et dans la note du Conseil d'État du début de la semaine dernière, eh bien, il y avait une référence également à la liberté. Voilà, donc vous voyez que c'est... Et là, j'ai assisté aussi à des discussions, j'ai suivi, enfin je n'ai pas assisté, j'ai suivi ça sur mon ordinateur, des discussions sur le principe d'égalité dans le débat qui vient de s'engager, par exemple, sur depuis 4-5 jours, là, sur la pension de réversion. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les plus jeunes d'entre vous, la pension de réversion, c'est le fait que lorsque votre conjoint est décédé, que vous atteignez l'âge de la retraite, eh bien, vous pouvez bénéficier de 50%, un petit peu plus d'ailleurs, de sa retraite. Eh bien, la pension de réversion, c'est d'ailleurs essentiellement plus de 92%, il s'agit de femmes, puisque l'espérance de vie des femmes est plus grande que les hommes, donc proportionnellement c'est des femmes, qui ont généralement eu des carrières hachées, difficiles, et qui ont été obligés de s'occuper des enfants, etc. Et l'homme qui a travaillé toute sa vie, etc., décède prématurément, eh bien, au moment où cette femme atteint l'âge de la retraite, elle peut bénéficier
de cette pension de réversion qui est souvent assez misérable puisque déjà les retraites ne sont pas bien élevées, alors pensez donc la moitié d'une retraite, c'est pas excellent. Et l'autre jour, en discutant avec un Grabellois, il a eu une belle formule que je voudrais vous livrer. Il a dit c'est le salaire de l'amour d'une vie. Eh bien, c'est une belle chose parce que ça signifie que voilà, on a partagé de longs moments ensemble, on a élevé les enfants ensemble, on est allé travailler, on a fait tout ça, et lorsque l'un d'entre eux disparaît, eh bien, le fait qu'on puisse toucher une partie de sa retraite, c'est comme une reconnaissance non seulement du travail de la femme, mais de cet amour qui a uni ce couple. Et donc, lorsque les débats sont engagés à ce sujet, beaucoup se sont référés à ce moment-là, à ce principe d'égalité. Et parce que, comme le disait l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je sais que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils l'avaient découvert quand je leur avais dit ça, ils pensaient que cet article 1 disait que les hommes naissent libres et égaux en droit. Non, cet article est plus précis. Il dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Oui, parce que vous pouvez naître égaux en droit, mais dans la minute qui suit, selon la famille dans laquelle vous êtes, selon le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez avoir une cuillère d'argent dans la bouche ou tout simplement être menacé de mort parce que vous vivez dans la guerre. Et donc le statut de l'enfant, dès ses premières minutes de vie, se modifie. Et donc le projet républicain doit avoir pour visée, pour objectif, il doit avoir pour objectif de faire que nous demeurions libres et égaux en droit, tous autant que nous sommes. Et donc, quelque part, les lois que nous sommes amenés à élaborer, les mesures que nous sommes amenés à prendre, ne serait-ce que les mesures les plus simples qui consistent à faire que dans cette maison commune, il y ait une épicerie sociale, à faire que dans l'ancienne mairie, il y ait l'association La Dentelière pour apporter des vêtements à ceux qui n'en ont pas. Eh bien, ces mesures visent à corriger les inégalités. Et donc, le principe de base, si vous voulez, pour nous, c'est que si nous voulons que demeurer dans une société libre et égaux en droit, il nous faut corriger ces inégalités. Donc on voit que cet article est important. Alors, pour terminer, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui c'est un moment important parce que à partir de l'année prochaine, nous allons fêter les 230 ans de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc l'année 2019, il y a toutes les initiatives qui sont prises à l'échelle nationale, mais nous en prendrons nous en discuterons entre nous, et nous les prendrons entre nous ici pour voir comment on peut le faire. On peut parfaitement imaginer que d'ailleurs, l'autre jour, en allant à une réunion, je suis passé par le lycée Joffre, et comme vous savez, le lycée Joffre a pris une très très bonne initiative. Il a mis chacun des articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur une stèle, et donc en les remontant, et en le faisant lire à la personne qui était avec moi, qui ne connaissait pas, elle a découvert des choses, mais c'est extraordinaire. Et bien donc, si vous voulez, dans les 17 mois qui sont devant nous, chaque mois, d'une manière simple, que ça ne coûte pas un sou surtout, eh bien nous allons prendre un article à des femmes, le faire connaître, le faire savoir, le diffuser, et ainsi on transmet quelque chose, et puis après chacun, dans sa propre réflexion, en tire les conclusions qu'il souhaite pour le temps qui vienne. Voilà, donc on est assez, on a envie pour nous, la République et les fondements de la République, c'est un avenir, c'est un projet, c'est pas un passé, c'est une puissance pour nous, ça nous anime tous, ça fonde notre engagement, notre dévouement, que l'on soit élu comme nous ici sur la tribune, ou qu'on soit citoyen engagé dans une association plus ou moins connue, c'est la même chose qui nous anime. Alors aujourd'hui c'est un grand jour aussi parce que il y a des Grabellois qui à chaque fois faut distinguer. Par exemple, aujourd'hui, le petit-fils de Jackie Blanc est en train de défiler aux Champs-Élysées, au moment où je vous parle, dans les rangs de la police nationale. Donc Grabel est représenté aux Champs-Élysées par le petit-fils de Jackie Blanc. Donc c'est une magnifique nouvelle qu'on m'a donnée tout à l'heure et que je voulais aussi vous transmettre. Donc voilà, vive la France, vive la République et allez les Bleus. Voilà.